Quatrième partie, l'idylle rue Plumet et l'épopée rue Saint-Denis. Dans les deux premiers livres de la quatrième partie, le narrateur revient sur le règne de Louis-Philippe et la misère dans laquelle se trouvent les Français. Dans le livre troisième, on retrouve Cosette, Jean Valjean et Marius. Livre troisième, la maison de la rue Plumet. Chapitre 5, la Rose s'aperçoit qu'elle est une machine de guerre. Cosette et Jean Valjean sont maintenant installés dans une maison de la rue Plumet. Valjean a réussi à s'enfuir du guet-apens sans se faire attraper ni par Thénardier ni par Javert. Un jour, Cosette se regarda par hasard dans son miroir et se dit « Tiens !» Il lui semblait presque qu'elle était jolie. Ceci la jeta dans un trouble singulier. Jusqu'à ce moment, elle n'avait point songé à sa figure. Elle se voyait dans son miroir, mais elle ne s'y regardait pas. Et puis, on lui avait souvent dit qu'elle était laide. Jean Valjean seul disait doucement « Mais non, mais non ». Quoi qu'il en fût, Cosette s'était toujours crue laide, et avait grandi dans cette idée avec la résignation facile de l'enfance. Voici que tout d'un coup, son miroir lui disait, comme Jean Valjean, « Mais non ». Elle ne dormit pas de la nuit. « Si j'étais jolie », pensait-elle, « comme cela serait drôle que je fusse jolie !» Et elle se rappelait celle de ses compagnes dont la beauté faisait effet dans le couvent. Et elle se disait « Comment ? Je serais comme mademoiselle une telle ?» Le lendemain, elle se regarda, mais non par hasard, et elle douta. « Où avais-je l'esprit ?» dit-elle. « Non, je suis laide. » Et elle avait tout simplement mal dormi. Elle avait les yeux battus et elle était pâle. Elle ne s'était pas sentie très joyeuse la veille de croire à sa beauté, mais elle fut triste de n'y plus croire. Elle ne se regarda plus, et pendant plus de 15 jours, elle tâcha de se coiffer, tournant le dos au miroir. Le soir, après le dîner, elle faisait assez habituellement de la tapisserie dans le salon, ou quelque ouvrage de couvent, et Jean Valjean lisait à côté d'elle. Une fois, elle leva les yeux de son ouvrage, et elle fut toute surprise de la façon inquiète dont son père la regardait. Une autre fois, elle passait dans la rue, et il lui sembla que quelqu'un qu'elle ne vit pas disait derrière elle « Jolie femme, mais mal mise », c'est-à-dire mal vêtue. « Bah », pensa-t-elle, « ce n'est pas moi. Je suis bien mise et laide. » Elle avait alors son chapeau de peluche et sa robe de mérinos. Un jour encore, elle était dans le jardin, et elle entendit la pauvre vieille Toussaint qui disait « Monsieur, remarquez-vous comme mademoiselle devient jolie ?» Cosette n'entendit pas ce que son père répondit. Les paroles de Toussaint furent pour elle une sorte de commotion. Elle s'échappa du jardin, monta à sa chambre, courut à la glace. Il y avait 3 mois qu'elle ne s'était regardée, et poussa un cri. Elle venait de s'éblouir elle-même. Elle était belle et jolie. Elle ne pouvait s'empêcher d'être de l'avis de Toussaint et de son miroir. Sa taille s'était faite, sa peau avait blanchi, ses cheveux s'étaient lustrés. Une splendeur inconnue s'était allumée dans ses prunelles bleues. La conviction de sa beauté lui vint tout entière. En 1 minute, comme un grand jour qui se fait. Les autres la remarquaient d'ailleurs. Toussaint le disait. C'était d'elle, évidemment, que le passant avait parlé. Il n'y avait plus à douter. Elle redescendit au jardin, se croyant reine, entendant les oiseaux chanter. C'était en hiver, voyant le ciel doré, le soleil dans les arbres, des fleurs dans le buisson, éperdue, folle, dans un ravissement inexprimable. De son côté, Jean Valjean éprouvait un profond et indéfinissable serrement de cœur. C'est qu'en effet, depuis quelque temps, il contemplait avec terreur cette beauté qui apparaissait chaque jour plus rayonnante sur le doux visage de Cosette. Eau brillante pour tous, lugubre pour lui. Cosette avait été belle assez longtemps avant de s'en apercevoir. Mais du premier jour, cette lumière inattendue qui se levait lentement et enveloppait par degrés toute la personne de la jeune fille, blessa la paupière sombre de Jean Valjean. Il sentit que c'était un changement dans une vie heureuse, si heureuse qu'il n'osait y remuer dans la crainte d'y déranger quelque chose. Cet homme, qui avait passé par toutes les détresses, qui était encore tout saignant des meurtrissures de sa destinée, qui avait été presque méchant et qui était devenu presque saint, qui, après avoir traîné la chaîne du bagne, traînait maintenant la chaîne invisible mais pesante de l'infamie indéfinie,
cet homme que la loi n'avait pas lâché et qui pouvait être à chaque instant ressaisi et ramené de l'obscurité de sa vertu au grand jour de l'opprobre public, cet homme acceptait tout, excusait tout, pardonnait tout, bénissait tout, voulait bien tout et ne demandait à la providence, aux hommes, aux lois, à la société, à la nature, au monde, qu'une chose, que Cosette l'aimât. Que Cosette continuât de l'aimer, que Dieu n'empêcha pas le cœur de cet enfant de venir à lui et de rester à lui. Aimé de Cosette, il se trouvait guéri, reposé, apaisé, comblé, récompensé, couronné. Aimé de Cosette, il était bien, il n'en demandait pas davantage. On lui eût dit « Veux-tu être mieux ?» Il eût répondu « Non ». Dieu lui eût dit « Veux-tu le ciel ?» Il eût répondu « J'y perdrai. » Tout ce qui pouvait effleurer cette situation, ne fût-ce qu'à la surface, le faisait frémir comme le commencement d'autre chose. Il n'avait jamais trop su ce que c'était que la beauté d'une femme, mais par instinct, il comprenait que c'était terrible. Cette beauté qui s'épanouissait de plus en plus triomphante et superbe à côté de lui, sous ses yeux, sur le front ingénu et redoutable de l'enfant, du fond de sa laideur, de sa vieillesse, de sa misère, de sa réprobation, de son accablement, il la regardait effaré. Il se disait « Comme elle est belle, qu'est-ce que je vais devenir, moi ?» Là, du reste, était la différence entre sa tendresse et la tendresse d'une mère. Ce qu'il voyait avec angoisse, une mère l'eût vu avec joie. Les premiers symptômes ne tardèrent pas à se manifester. Dès le lendemain du jour où elle s'était dit « Décidément, je suis belle », Cosette fit attention à sa toilette. Elle se rappela le mot du passant « jolie mais mal mise », souffle d'oracle qui avait passé à côté d'elle et s'était évanoui après avoir déposé dans son cœur un des deux germes qui doivent plus tard emplir toute la vie de la femme, la coquetterie. L'amour est l'autre. Avec la foi en sa beauté, toute l'âme féminine s'épanouit en elle. Elle eut horreur du mérinos et honte de la peluche. Son père ne lui avait jamais rien refusé. Elle sut tout de suite toute la science du chapeau, de la robe, du mantelet, du brodequin, de la manchette, de l'étoffe qui va, de la couleur qui sied. Cette science qui fait de la femme parisienne quelque chose de si charmant, de si profond et de si dangereux. Le mot femme capiteuse a été inventé pour la parisienne. En moins d'un mois, la petite Cosette fut, dans cette Thébaïde de la rue de Babylone, une des femmes, non seulement les plus jolies, ce qui est quelque chose, mais les mieux mises de Paris, ce qui est bien davantage. Cosette, à se savoir belle, perdit la grâce de l'ignorer. Grâce exquise, car la beauté rehaussée de naïveté est ineffable, et rien n'est adorable comme une innocente éblouissante qui marche tenant en main, sans le savoir, la clé d'un paradis. Mais ce qu'elle perdit en grâce ingénue, elle le regagna en charme pensif et sérieux. Toute sa personne pénétrée des joies de la jeunesse, de l'innocence et de la beauté, respirait une mélancolie splendide. Ce fut à cette époque que Marius, après 6 mois écoulés, la revit au Luxembourg. Livre 5e, dont la fin ne ressemble pas au commencement. Chapitre 6. Les vieux sont faits pour sortir à propos. Marius a déclaré sa flamme à Cosette en déposant une lettre d'amour sur le banc sur lequel elle a l'habitude de s'asseoir. Le soir venu, Jean Valjean sortit. Cosette s'habilla. Elle arrangea ses cheveux de la manière qui lui allait le mieux et mit une robe dont le corsage, qui avait reçu un coup de ciseau de trop et qui, par cette échancrure, laissait voir la naissance du cou, était, comme disent les jeunes filles, un peu indécent, c'est-à-dire incorrect. Ce n'était pas le moins du monde indécent, mais c'était plus joli qu'autrement. Elle fit toute cette toilette sans savoir pourquoi. Voulait-elle sortir ? Non. Attendait-elle une visite ? Non. À la brune, c'est-à-dire au moment où le jour déclinait, elle descendit au jardin. Toussaint était occupée à sa cuisine qui donnait sur l'arrière-cour. Elle se mit à marcher sous les branches, les écartant de temps en temps avec la main, parce qu'il y en avait de très basses. Elle arriva au banc. La pierre y était restée.
Il s'agit de la pierre sur laquelle Marius a déposé l'enveloppe contenant sa lettre d'amour, évidemment. Elle s'assit et posa sa douce main blanche sur cette pierre, comme si elle voulait la caresser et la remercier. Tout à coup, elle eut une impression indéfinissable qu'on éprouve même sans voir lorsqu'on a quelqu'un debout derrière soi. Elle tourna la tête et se dressa. C'était lui. Il était tête nue, il paraissait pâle et amaigri. On distinguait à peine son vêtement noir. Le crépuscule blêmissait son beau front et couvrait ses yeux de ténèbres. Il avait, sous un voile d'incomparable douceur, quelque chose de la mort et de la nuit. Son visage était éclairé par la clarté du jour qui se meurt et par la pensée d'une âme qui s'en va. Il semblait que ce n'était pas encore le fantôme et que ce n'était déjà plus l'homme. Son chapeau était jeté à quelques pas dans les broussailles. Cosette, prête à défaillir, ne poussa pas un cri. Elle reculait lentement car elle se sentait attirée. Lui ne bougeait point. À je ne sais quoi d'ineffable et de triste qui l'enveloppait, elle sentait le regard de ses yeux qu'elle ne voyait pas. Cosette, en reculant, rencontra un arbre et s'y adossa. Sans cet arbre, elle fût tombée. Alors, elle entendit sa voix, cette voix qu'elle n'avait vraiment jamais entendue, qui s'élevait à peine au-dessus du frémissement des feuilles et qui murmurait « Pardonnez-moi, je suis là, j'ai le cœur gonflé, je ne pouvais pas vivre comme j'étais, je suis venue. Avez-vous lu ce que j'avais mis là, sur ce banc? Me reconnaissez-vous un peu? N'ayez pas peur de moi, voilà du temps déjà. Vous rappelez-vous le jour où vous m'avez regardé? C'était dans le Luxembourg, près du Gladiateur. Et le jour où vous avez passé devant moi, c'était le 16 juin et le 2 juillet. Il va y avoir un an. Depuis bien longtemps, je ne vous ai plus vu. J'ai demandé à la loueuse de chaises, elle m'a dit qu'elle ne vous voyait plus. Vous demeuriez rue de l'Ouest, au 3e, sur le devant, dans une maison neuve. Vous voyez que je sais. Je vous suivais, moi. Qu'est-ce que j'avais à faire? Et puis, vous avez disparu. J'ai cru vous voir passer une fois que je lisais les journaux sous les arcades de l'Odéon. J'ai couru, mais non. C'était une personne qui avait un chapeau comme vous. La nuit, je viens ici. Ne craignez pas, personne ne me voit. Je viens regarder vos fenêtres de près. Je marche bien doucement pour que vous n'entendiez pas, car vous auriez peut-être peur. L'autre soir, j'étais derrière vous. Vous vous êtes retourné, je me suis enfuie. Une fois, je vous ai entendu chanter. J'étais heureux. Est-ce que cela vous fait quelque chose que je vous entende chanter à travers le volet? Cela ne peut rien vous faire, non, n'est-ce pas? Voyez-vous, vous êtes mon ange. Laissez-moi venir un peu. Je crois que je vais mourir. Si vous saviez, je vous adore, moi. Pardonnez-moi, je vous parle, je ne sais pas ce que je vous dis. Je vous fâche peut-être. Est-ce que je vous fâche? Oh, ma mère, dit-elle, et elle s'affaissa sur elle-même comme si elle se mourait. Il la prit, elle tombait. Il la prit dans ses bras, il la serra étroitement sans avoir conscience de ce qu'il faisait. Il la soutenait tout en chancelant. Il était comme s'il avait la tête pleine de fumée. Des éclairs lui passaient entre les cils, ses idées s'évanouissaient. Il lui semblait qu'il accomplissait un acte religieux et qu'il commettait une profanation. Du reste, il n'avait pas le moindre désir de cette femme ravissante dont il sentait la forme contre sa poitrine. Il était éperdu d'amour. Elle lui prit une main et la posa sur son cœur. Il sentit le papier qui y était. Il balbutia. « Vous m'aimez donc ?» Elle répondit d'une voix si basse que ce n'était plus qu'un souffle, qu'on entendait à peine. « Tais-toi, tu le sais !» Et elle cacha sa tête rouge dans le sein du jeune homme, superbe et enivré. Il tomba sur le banc, elle près de lui. Il n'avait plus de parole. Les étoiles commençaient à rayonner. Comment se fit-il que leurs lèvres se rencontrèrent? Comment se fait-il que l'oiseau chante, que la neige fonde, que la rose s'ouvre, que mai s'épanouisse, que l'eau blanchisse derrière les arbres noirs au sommet frissonnant des collines? Un baiser, et ce fut tout. Tous deux tressaillirent, et ils se regardèrent dans l'ombre avec des yeux éclatants. Ils ne sentaient ni la nuit fraîche, ni la pierre froide, ni la terre humide, ni l'herbe mouillée. Ils se regardaient, et ils avaient le cœur plein de pensées. Ils s'étaient pris les mains sans savoir. Elle ne lui demandait pas, elle n'y songeait pas même, par où il était entré, et comment il avait pénétré dans le jardin.
Cela lui paraissait si simple qu'il fût là. De temps en temps, le genou de Marius touchait le genou de Cosette, et tous deux frémissaient. Par intervalles, Cosette bégayait une parole. Son âme tremblait à ses lèvres comme une goutte de rosée à une fleur. Peu à peu, ils se parlèrent. L'épanchement succéda au silence qui est la plénitude. La nuit était sereine et splendide au-dessus de leurs têtes. Ces deux êtres, purs comme des esprits, se dirent tout, leurs songes, leurs ivresses, leurs extases, leurs chimères, leurs défaillances, comme ils s'étaient adorés de loin, comme ils s'étaient souhaités, leur désespoir quand ils avaient cessé de s'apercevoir. Ils se confièrent dans une intimité idéale que rien déjà ne pouvait plus accroître, et qu'ils avaient de plus caché et de plus mystérieux. Ils se racontèrent avec une foi candide dans leurs illusions, tout ce que l'amour, la jeunesse et ce reste d'enfance qu'ils avaient leur mettaient dans la pensée. Ces deux cœurs se versèrent l'un dans l'autre, de sorte qu'au bout d'une heure, c'était le jeune homme qui avait l'âme de la jeune fille, et la jeune fille qui avait l'âme du jeune homme. Ils se pénétrèrent, ils s'enchantèrent, ils s'éblouirent. Quand ils eurent fini, quand ils se furent tout dit, elle posa sa tête sur son épaule et lui demanda « Comment vous appelez-vous » ?« Je m'appelle Marius, dit-il. Et vous ?»« Je m'appelle Cosette. » Livre 6e. Le petit Gavroche. Chapitre 2. Où le petit Gavroche tire parti de Napoléon le Grand. Le printemps à Paris est assez souvent traversé des bises aigres et dures dont on est, non pas précisément glacé, mais gelé. Ces bises, qui attristent les plus belles journées, font exactement l'effet de ces souffles d'air froid qui entrent dans une chambre chaude par les fentes d'une fenêtre ou d'une porte mal fermée. Il semble que la sombre porte de l'hiver soit restée entrebâillée et qu'il vienne du vent par là. Au printemps de 1832, époque où éclata la première grande épidémie de ce siècle en Europe, ces bises étaient plus âpres et plus poignantes que jamais. C'était une porte plus glaciale encore que celle de l'hiver qui était entr'ouverte. C'était la porte du sépulcre. On sentait dans ces bises le souffle du choléra. Il y a 20 ans, on voyait encore, dans l'angle sud-est de la place de la Bastille, près de la gare du Canal creusée dans l'ancien fossé de la prison citadelle, un monument bizarre qui s'est effacé déjà de la mémoire des Parisiens et qui méritait d'y laisser quelques traces, car c'était une pensée du membre de l'Institut général en chef de l'armée d'Égypte, c'est-à-dire Napoléon Bonaparte. Nous disons monument, quoique ce ne fût qu'une maquette. Mais cette maquette elle-même, ébauche prodigieuse, cadavre grandiose d'une idée de Napoléon, que 2 ou 3 coups de vent successifs avaient emporté et jeté à chaque fois plus loin de nous, était devenue historique, y avait pris je ne sais quoi de définitif qui contrastait avec son aspect provisoire. C'était un éléphant de 40 pieds, c'est-à-dire environ 13 mètres, de haut, construit en charpente et en maçonnerie, portant sur son dos sa tour qui ressemblait à une maison, jadis peint en vert par un badigeonneur quelconque, maintenant peint en noir par le ciel, la pluie et le temps. Dans cet angle désert et découvert de la place, le large front du colosse, sa trompe, ses défenses, sa tour, sa croupe énorme, ses 4 pieds pareils à des colonnes faisaient, la nuit sur le ciel étoilé, une silhouette surprenante et terrible. On ne savait pas ce que cela voulait dire. C'était une sorte de symbole de la force populaire. C'était sombre, énigmatique et immense. C'était on ne sait quel fantôme puissant, visible et debout à côté du spectre invisible de la Bastille. Peu d'étrangers visitaient cet édifice. Aucun passant ne le regardait. Il tombait en ruine. À chaque saison, des plâtras qui se détachaient de ses flancs lui faisaient des plaies hideuses. Les édiles, comme on dit en patois élégant, l'avait oublié depuis 1814, c'est-à-dire depuis la chute de Napoléon. Il était là, dans un coin, morne, malade, croulant, entouré d'une palissade pourrie, souillée à chaque instant par des cochers ivres, des crevasses lui lézardaient le ventre, une latte lui sortait de la queue, les hautes herbes lui poussaient entre les jambes, et comme le niveau de la place s'élevait depuis 30 ans, tout autour, par ce mouvement lent et continu qui exauce insensiblement le sol des grandes villes,
Il était dans un creux, et il semblait que la terre s'enfonçât sous lui. Il était immonde, méprisé, repoussant et superbe, laid aux yeux du bourgeois, mélancolique aux yeux du penseur. Il avait quelque chose d'une ordure qu'on va balayer et quelque chose d'une majesté qu'on va décapiter. Comme nous l'avons dit, la nuit, l'aspect changeait. La nuit est un véritable milieu de tout ce qui est ombre. Dès que tombait le crépuscule, le vieil éléphant se transfigurait. Il prenait une figure tranquille et redoutable, dans la formidable sérénité des ténèbres. Étant du passé, il était de la nuit, et cette obscurité allait à sa grandeur. Ce monument rude, trapu, pesant, âpre, austère, presque difforme, mais à coup sûr majestueux et empreint d'une sorte de gravité magnifique et sauvage, a disparu pour laisser régner en paix l'espèce de poêle gigantesque ornée de son tuyau qui a remplacé la sombre forteresse à 9 tours, à peu près comme la bourgeoisie remplace la féodalité. Il est tout simple qu'un poêle soit le symbole d'une époque dont une marmite contient la puissance. Cette époque passera, elle passe déjà. On commence à comprendre que s'il peut y avoir de la force dans une chaudière, il ne peut y avoir de puissance que dans un cerveau. En d'autres termes, que ce qui mène et entraîne le monde, ce ne sont pas les locomotives, ce sont les idées. Atteler les locomotives aux idées, c'est bien, mais ne prenez pas le cheval pour le cavalier. Quoi qu'il en soit, pour revenir à la place de la Bastille, l'architecte de l'éléphant, avec du plâtre, était parvenu à faire du grand. L'architecte du tuyau de poêle a réussi à faire du petit avec du bronze. Ce tuyau de poêle, qu'on a baptisé d'un nom sonore et nommé la colonne de Juillet, ce monument manqué d'une révolution avortée, était encore enveloppé en 1832 d'une immense chemise en charpente, que nous regrettons pour notre part, et d'un vaste enclos en planches qui achevait d'isoler l'éléphant. Ce fut vers ce coin de la place, à peine éclairé du reflet d'un réverbère éloigné, que le gamin dirigea les 2 mômes. Qu'on nous permette de nous interrompre ici et de rappeler que nous sommes dans la simple réalité et qu'il y a 20 ans, les tribunaux correctionnels eurent jugé sous prévention de vagabondage et de bris d'un monument public un enfant qui avait été surpris couché dans l'intérieur même de l'éléphant de la Bastille. Ce fait constaté, nous continuons. En arrivant près du colosse, Gavroche comprit l'effet que l'infiniment grand peut produire sur l'infiniment petit, et dit « Moutard, n'ayez pas peur !» Les moutards, ce sont les enfants. Puis il entra par une lacune de la palissade dans l'enceinte de l'éléphant et aida les mômes à enjamber la brèche. Les 2 enfants, un peu effrayés, suivaient sans dire mot Gavroche et se confiaient à cette petite providence, en guenilles, qui leur avait donné du pain et leur avait promis un gîte. Il y avait là, couchée le long de la palissade, une échelle qui servait le jour aux ouvriers du chantier voisin. Gavroche la souleva avec une singulière vigueur et l'appliqua contre une des jambes devant de l'éléphant. Vers le point où l'échelle allait aboutir, on distinguait une espèce de trou noir dans le ventre du colosse. Gavroche montra l'échelle et le trou à ses hôtes et leur dit « Montez et entrez !» Le trou par où Gavroche était entré était une brèche à peine visible du dehors, cachée qu'elle était, nous l'avons dit, sous le ventre de l'éléphant, et si étroite qu'il n'y avait guère que des chats et des mômes qui pussent y passer. « Commençons, dit Gavroche, par dire au portier que nous n'y sommes pas. » Le portier, c'est le concierge. En plongeant dans l'obscurité avec certitude comme quelqu'un qui connaît son appartement, il prit une planche et en boucha le trou. Gavroche replongea dans l'obscurité. Les enfants entendirent le reniflement de l'allumette enfoncée dans la bouteille phosphorique. L'allumette chimique n'existait pas encore. Le briquet fumade représentait à cette époque le progrès. Une clarté subite leur fit cligner les yeux. Gavroche venait d'allumer un de ces bouts de ficelle trempés dans la résine qu'on appelle rat de cave. Le rat de cave, qui fumait plus qu'il n'éclairait, rendait confusément visible le dedans de l'éléphant. Les 2 hôtes de Gavroche regardèrent autour d'eux et éprouvèrent quelque chose de pareil à ce qu'éprouvait quelqu'un qui serait enfermé dans la grosse tonne d'Heidelberg, qui est une ville d'Allemagne, ou mieux encore,
à ce que dut éprouver Jonas dans le ventre biblique de la baleine. Tout un squelette gigantesque leur apparaissait et les enveloppait. En haut, une longue poutre brune, d'où partaient de distance en distance de massives membrures cintrées, figurait la colonne vertébrale avec les côtes. Des stalactites de plâtre y pendaient comme des viscères, et d'un côté à l'autre de vastes toiles d'araignée faisaient des diaphragmes poudreux. On voyait çà et là, dans les coins, de grosses taches noirâtres qui avaient l'air de vivre et qui se déplaçaient rapidement avec un mouvement brusque et effaré. Les débris tombés du dos de l'éléphant sur son ventre en avaient comblé la concavité, de sorte qu'on pouvait y marcher comme sur un plancher. Le plus petit se rencogna contre son frère et dit à demi-voix « C'est noir !» Ce mot fit exclamer Gavroche. L'air pétrifié des deux mômes rendait une secousse nécessaire. « Qu'est-ce que vous fichez » s'écria-t-il. « Blaguons-nous ? Faisons-nous les dégoûter ? Vous faut-il les Tuileries ? Seriez-vous des brutes ? Dites-le ! Je vous préviens que je ne suis pas du tout régiment des Godiches. Ah, ça ! Est-ce que vous êtes les moutards du moutardier du pape ? Un peu de rudoiement est bon dans l'épouvante. Cela rassure. Les deux enfants se rapprochèrent de Gavroche. Gavroche, paternellement attendri de cette confiance, passa du grave au doux, et s'adressant au plus petit, « Bêta !» lui dit-il, en accentuant l'injure d'une nuance caressante. « C'est dehors que c'est noir. Dehors il pleut. Ici il ne pleut pas. Dehors il fait froid. Ici il n'y a pas une miette de vent. Dehors il y a des tas de monde. Ici il n'y a personne. Dehors il n'y a même pas la lune. Ici il y a ma chandelle, nom d'unche. » Les deux enfants commençaient à regarder l'appartement avec moins d'effroi. Mais Gavroche ne leur laissa pas plus longtemps le loisir de la contemplation. « Vite !» dit-il. Et il les poussa vers ce que nous sommes très heureux de pouvoir appeler le fond de la chambre. Là était son lit. Le lit de Gavroche était complet, c'est-à-dire qu'il y avait un matelas, une couverture et une alcôve avec rideau. Ce matelas était une natte de paille, la couverture un assez vaste pagne de grosse laine grise, fort chaud et presque neuf. Voici ce que c'était que l'alcôve. 3 échalas assez longs, enfoncés et consolidés par des gravois du sol, c'est-à-dire du ventre de l'éléphant, 2 en avant, 1 en arrière, et réunis par une corde à leur sommet, de manière à former un faisceau pyramidal. Ce faisceau supportait un treillage de fil de laiton qui était simplement posé dessus, mais artistement appliqué et maintenu par des attaches de fil de fer, de sorte qu'il enveloppait entièrement les 3 échalas. Un cordon de grosses pierres fixait tout autour ce treillage sur le sol, de manière à ne rien laisser passer. Ce treillage n'était autre chose qu'un morceau de ces grillages de cuivre dont on revêt les volieresques dans les ménageries. Et le lit de Gavroche était sous ce grillage comme dans une cage. Livre 14e, Les grandeurs du désespoir. Chapitre 1, Le drapeau, premier acte. Le 5 juin 1832, le peuple se soulève contre Louis-Philippe. Prenant les rues d'assaut, les insurgés dressent les barricades derrière lesquelles ils se retranchent. Enjolras et les amis de l'ABC ont établi leurs barricades dans le quartier des Halles, fin prêts à en découdre avec les troupes du roi. Ce sont donc les amis de Marius, étudiants, qui veulent faire la révolution et renverser la monarchie. Rien ne venait encore. 10 heures avaient sonné à Saint-Méry. Enjolras et Combeferre étaient allés s'asseoir, la carabine à la main, près de la coupure de la grande barricade. Ils ne se parlaient pas. Ils écoutaient, cherchant à saisir même le bruit de marche le plus sourd et le plus lointain. Subitement, au milieu de ce calme lugubre, une voix claire, jeune, gaie, qui semblait venir de la rue Saint-Denis, s'éleva et se mit à chanter distinctement sur le vieil air populaire au clair de la lune, une poésie terminée par une sorte de cri pareil au chant du coq. « C'est Gavroche !» dit Enjolras. « Il nous avertit !» dit Combeferre. Une course précipitée troubla la rue déserte. On vit un être plus agile qu'un clown grimper par-dessus l'omnibus, et Gavroche bondit dans la barricade, tout essoufflé, en disant « Mon fusil, les voici !» Un frisson électrique parcourut toute la barricade, et l'on entendit le mouvement des mains cherchant les fusils. « Veux-tu ma carabine ?» dit Enjolras au gamin. « Je veux le grand fusil,
répondit Gavroche, et il prit le fusil de Javert. Je m'arrête là pour vous expliquer que Javert s'est infiltré parmi les étudiants en se faisant passer pour un révolutionnaire. Il est donc sous couvert d'une fausse identité. 2 sentinelles s'étaient repliées et étaient rentrées presque en même temps que Gavroche. C'était la sentinelle du bout de la rue et la vedette de la petite truanderie. La vedette de la ruelle des prêcheurs était restée à son poste, ce qui indiquait que rien ne venait du côté des ponts et des halles. La rue de la Chanvrerie, dont quelques pavés à peine étaient visibles au reflet de la lumière qui se projetait sur le drapeau, offrait aux insurgés l'aspect d'un grand porche noir vaguement ouvert dans une fumée. Chacun avait pris son poste de combat. Quelques instants s'écoulèrent encore. Puis un bruit de pas, mesuré, pesant, nombreux, se fit entendre distinctement du côté de Saint-Leu. Ce bruit, d'abord faible, puis précis, puis lourd et sonore, s'approchait lentement, sans halte, sans interruption, avec une continuité tranquille et terrible. On n'entendait rien que cela. C'était tout ensemble le silence et le bruit de la statue du commandeur. Mais ce pas de pierre avait on ne sait quoi d'énorme et de multiple, qui éveillait l'idée d'une foule en même temps que l'idée d'un spectre. On croyait entendre marcher l'effrayante statue Légion. Ce pas approcha. Il approcha encore et s'arrêta. Il sembla qu'on entendit au bout de la rue le souffle de beaucoup d'hommes. On ne voyait rien pourtant. Seulement on distinguait tout au fond, dans cette épaisse obscurité, une multitude de fils métalliques, fins comme des aiguilles et presque imperceptibles, qui s'agitaient pareil à ces indescriptibles réseaux phosphoriques qu'au moment de s'endormir on aperçoit, sous ses paupières fermées, dans les premiers brouillards du sommeil. C'étaient les baïonnettes et les canons de fusils confusément éclairés par la réverbération lointaine de la torche. Il y eut encore une pause, comme si, des 2 côtés, on attendait. Tout à coup, du fond de cette ombre, une voix d'autant plus sinistre qu'on ne voyait personne, et qu'il semblait que c'était l'obscurité elle-même qui parlait, cria « Qui vive !» En même temps, on entendit le cliquetis des fusils qui s'abattent. Enjolras répondit d'un accent vibrant et altier « Révolution française !»« Feu !» dit la voix. Un éclair empourpra toutes les façades de la rue, comme si la porte d'une fournaise s'ouvrait et se fermait brusquement. Une effroyable détonation éclata sur la barricade. Le drapeau rouge tomba. La décharge avait été si violente et si dense qu'elle en avait coupé la hampe, c'est-à-dire le manche du drapeau, c'est-à-dire l'impointe même du timon de l'omnibus. Des balles qui avaient ricoché sur les corniches des maisons pénétrèrent dans la barricade et blessèrent plusieurs hommes. L'impression de cette première décharge fut glaçante. L'attaque était rude et de nature à faire songer les plus hardis. Il était évident qu'on avait au moins affaire à un régiment tout entier. « Camarades !» cria Courfeyrac. « Ne perdons pas la poudre. Attendons pour riposter qu'il soit engagé dans la rue. » Chapitre 4. Le baril de poudre. Javert, qui s'était introduit parmi les insurgés, a été démasqué et ligoté. Son sort est scellé, il sera exécuté. Jean Valjean projette de quitter Paris pour l'Angleterre, afin de mettre Cosette à l'abri de Thénardier et des troubles qui agitent la capitale. Informé du projet de Valjean, Marius demande à son grand-père de l'argent pour épouser Cosette. Face au refus de ce dernier, convaincu qu'il ne reverra plus Cosette, Marius décide de rejoindre la barricade, pour y défendre ses idées jusqu'à la mort s'il le faut. Marius, toujours caché dans le coude de la rue Mondétour, avait assisté à la première phase du combat, irrésolu et frissonnant. Cependant, il n'avait pu résister longtemps à ce vertige mystérieux et souverain qu'on pourrait nommer l'appel de l'abîme. Devant l'imminence du péril, devant la mort de M. Mabeuf, cette funèbre énigme, devant Bahorel tué, Courfeyrac criant « À moi !» Cet enfant menacé, par les scies de Gavroche, ses amis à secourir ou à venger, toute hésitation s'était évanouie, et il s'était rué dans la mêlée, ses 2 pistolets à la main. Du premier coup, il avait sauvé Gavroche, et du second, délivré Courfeyrac.
Au coup de feu, au cri des gardes frappés, les assaillants avaient gravi le retranchement, sur le sommet duquel on voyait maintenant se dresser, plus qu'à mi-corps, et en foule, des gardes municipaux, des soldats de la ligne, des gardes nationaux de la banlieue, le fusil au poing. Ils couvraient déjà plus des 2/3 du barrage, mais ils ne sautaient pas dans l'enceinte, comme s'ils balançaient, craignant quelques pièges. Ils regardaient dans la barricade obscure comme on regarderait dans une tanière de lion. La lueur de la torche n'éclairait que les baïonnettes, les bonnets à poil et le haut des visages inquiets et irrités. Marius n'avait plus d'armes. Il avait jeté ses pistolets déchargés, mais il avait aperçu un baril de poudre dans la salle basse près de la porte. Comme il se tournait à demi, regardant de ce côté, un soldat le coucha en joue, c'est-à-dire le visa. Au moment où le soldat ajustait Marius, une main se posa sur le bout du canon du fusil et le boucha. C'était quelqu'un qui s'était élancé, le jeune ouvrier au pantalon de velours. Le coup partit, traversa la main et peut-être aussi l'ouvrier, car il tomba, mais la balle n'atteignit pas Marius. Tout cela dans la fumée, plutôt entrevu que vu. Marius, qui entrait dans la salle basse, s'en aperçut à peine. Cependant, il avait confusément vu ce canon de fusil dirigé sur lui et cette main qui l'avait bouché. Il avait entendu le coup. Mais dans des minutes comme celle-là, les choses qu'on voit vacillent et se précipitent, et l'on ne s'arrête à rien. On se sent obscurément poussé vers plus d'ombre encore, et tout est nuage. Les insurgés surpris, mais non effrayés, s'étaient ralliés. Enjolras avait crié « Attendez, ne tirez pas au hasard !» Dans la première confusion, en effet, ils pouvaient se blesser les uns les autres. La plupart étaient montés à la fenêtre du premier étage et aux mansardes d'où ils dominaient les assaillants. Les plus déterminés, avec Enjolras, Courfeyrac, Jean Prouvaire et Combeferre, s'étaient fièrement adossés aux maisons du fond, à découvert, et faisant face aux rangées de soldats et de gardes qui couronnaient la barricade. Tout cela s'accomplit sans précipitation, avec cette gravité étrange et menaçante qui précède les mêlées. Des deux parts, on se couchait en joue, à bout portant. On était si près qu'on pouvait se parler à portée de voix. Quand on fut à ce point où l'étincelle va jaillir, un officier au haut se-col et à grosses épaulettes étendit son épée et dit « Bas les armes !»« Feu !» dit Enjolras. Les deux détonations partirent en même temps, et tout disparut dans la fumée. Fumée âcre et étouffante, où se traînaient avec des gémissements faibles et sourds des mourants et des blessés. Quand la fumée se dissipa, on vit des deux côtés les combattants éclaircis, c'est-à-dire moins nombreux, mais toujours aux mêmes places, qui rechargeaient les armes en silence. Tout à coup, on entendit une voix tonnante qui criait « Allez-vous-en, ou je fais sauter la barricade !» Tous se retournèrent du côté d'où venait la voix. Marius était entré dans la salle basse, y avait pris le baril de poudre, puis il avait profité de la fumée et de l'espèce de brouillard obscur qui emplissait l'enceinte retranchée pour se glisser le long de la barricade jusqu'à cette cage de pavés où était fixée la torche. En arracher la torche, y mettre le baril de poudre, pousser la pile de pavés sous le baril, qui s'était sur le champ défoncé, avec une sorte d'obéissance terrible. Tout cela avait été pour Marius le temps de se baisser et de se relever. Et maintenant, tous, gardes nationaux, gardes municipaux, officiers, soldats, pelotonnés, à l'autre extrémité de la barricade, le regardaient avec stupeur, le pied sur les pavés, la torche à la main, son fier visage éclairé par une résolution fatale, penchant la flamme de la torche vers ce monceau redoutable où l'on distinguait le baril de poudre brisé, et poussant ce cri terrifiant « Allez-vous-en, ou je fais sauter la barricade !» Marius, sur cette barricade, après l'octogénaire, c'était la vision de la jeune révolution après l'apparition de la vieille. « Sautez la barricade !» dit un sergent. « Et toi aussi ?» Marius répondit. « Et moi aussi !» Et il approcha la torche du baril de poudre. Mais il n'y avait déjà plus personne sur le barrage. Les assaillants, laissant leurs morts et leurs blessés, refluaient pêle-mêle et en désordre vers l'extrémité de la rue et s'y perdaient de nouveau dans la nuit. Ce fut un sauve-qui-peut. La barricade était dégagée.